Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous verrez ces nouvelles. C'est TV News qui vous sont proposées par Alliance TV, une initiative des partis réunis au sein de l'ADDE, l'Alliance pour une démocratie directe en Europe. On nous appelle souvent des eurosceptiques, nous préférons nous appeler euro-réalistes. Notre idée, c'est de vous réinformer, en vous proposant des séquences, des sujets, des interviews ou des débats que les chaînes de TV traditionnelles ne vous proposent pas. L'actualité est souvent manipulée, montée, édulcorée pour correspondre à l'information officielle, politiquement correcte. Un exemple de cette volonté des chaînes traditionnelles de travestir la réalité, c'est la présentation de la vague de migration sans précédent que vit l'Europe. On vous montre des femmes et des enfants, alors que 90% des migrants sont de jeunes hommes entre 25 et 35 ans. On essaye de cacher cette réalité aux Européens, bien que ce soit un fait indiscutable. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs séquences qui vont illustrer ce propos, mais je voudrais d'abord vous présenter l'éditeur d'Alliance TV, Michael Modrikamen, qui est aussi le président du Parti populaire belge, membre de l'ADDE. Alors, Michael Modrikamen, une question, à qui s'adresse cette TV News? Nous voulons toucher l'ensemble des citoyens européens qui sont dans l'attente, comme vous le disiez, d'une autre information, une information qui n'est pas biaisée, qui n'est pas présentée sous un angle orienté. Et pour ce faire, nous disposons au XXIe siècle de médias sociaux, notamment de Facebook, de Twitter, qui nous permettent quelque part d'amener l'information directement auprès du citoyen. On pourrait pratiquement parler d'ubérisation de la presse, où on contourne finalement les médias traditionnels. Alors, à quel rythme seront diffusées les TV News? Dans un premier temps, parce qu'il faut se rendre compte quand même que ce sont des efforts extrêmement importants pour une alliance politique comme la nôtre de produire également ces bulletins d'information. Nous allons le faire sur une base 2 fois par mois, une fois une version plus courte avec uniquement des sujets, et la seconde fois par mois avec un invité, comme aujourd'hui, qui nous permettra d'aller plus en profondeur sur le sujet abordé. Alors, vous n'aimez pas le politiquement correct, c'est clair. Mais je pense que nous avons créé cette émission justement pour rompre avec le politiquement correct, pour aller directement à l'essentiel, parce que fondamentalement, M. Rivet, vous pouvez raconter n'importe quoi aux citoyens sur ce qui se passe très loin. Dans le cas du climat, c'est un peu nébuleux, c'est le cas de le dire. Là, on peut déjà les réinformer, leur expliquer les tenants et aboutissants. Mais vous ne pouvez pas mentir aux citoyens sur ce qui se passe autour d'eux. Et ils voient cette invasion migratoire, ils voient la montée de la violence, ils voient les impôts qui augmentent et le chômage qui augmente, ils voient leurs factures d'électricité et d'énergie en train d'exploser pour payer les lubies vertes. Eh bien, vous ne pouvez pas leur mentir, et par ce type d'émission comme nous le faisons, nous allons leur proposer de l'information et une grille de lecture qui finalement permet de faire le lien entre toutes ces choses. Parce que lorsqu'ils regardent une information télévisée, je crois qu'ils sont profondément en désaccord. Ils se disent, on vous dit que l'immigration, par exemple, est une chance, c'est magnifique, et en même temps, ils voient dans leur vie quotidienne que c'est un problème. Eh bien, nous allons quelque part les réconcilier avec l'information, avec une information qui colle à la réalité, qui colle avec ce qu'ils vivent. Ça, c'est le but de nos émissions d'Alliance TV. Merci, Michael Modrikamen. Merci de m'avoir accueilli. Nous passons maintenant au premier sujet, un thème qui fait la une de tous les journaux depuis des mois, l'invasion, il n'y a pas d'autre mot, qui se développe, l'arrivée massive de migrants par la Méditerranée et le sud-est de l'Europe. Des centaines de milliers de personnes quittent le Moyen-Orient ravagé par des guerres civiles à caractère religieux, il faut bien le dire, ou l'Afrique subsaharienne où règne souvent une misère endémique. Quels sont les chiffres réels? Qui est responsable de l'immobilisme et de l'inefficacité totale de l'Europe? Comment les choses vont-elles se développer? Un début de réponse avec notre reportage. C'est au printemps 2015 que tout a commencé à basculer. Derrière cette invasion de l'Europe, la première cause est le printemps arabe. La plupart des pays arabes du Moyen-Orient ont renversé leur régime autocratique dans le sang. Mais le bref espoir d'apparition de la démocratie a rapidement disparu. Ce qui s'est imposé dans beaucoup de ces pays, c'est un islamisme brutal. Ailleurs, le pouvoir démocratique est faible et menacé par des religieux fanatiques. La pire des guerres civiles est évidemment celle qui sévit en Syrie. La guerre y oppose le régime de Bachar el-Assad à toute une série de factions rivales entre elles. Parmi elles, le sinistre État islamique, aussi appelé Daesh.
Les Syriens ont commencé à fuir en masse vers la Turquie et le Liban d'abord, ensuite vers l'Europe. En même temps, les Libyens, après la chute de Kadhafi, ont commencé à fuir leur pays par la mer, pour tenter d'atteindre le mirage d'une Europe riche et qui leur tendait les bras. L'Union européenne, et singulièrement la Commission européenne, appelée par son président, Jean-Claude Juncker, la Commission de la dernière chance, a montré son inefficacité totale et son incapacité, ne fût-ce qu'à appliquer la législation en vigueur. Il aurait fallu stopper ces migrants illégaux avant qu'ils n'atteignent les rivages de l'Italie, de la Grèce ou de l'Espagne. En même temps et de manière inattendue, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé que tous les migrants, pas seulement les réfugiés de guerre, étaient les bienvenus en Allemagne, où l'économie se porte bien et a besoin de travailleurs qualifiés. Cet appel d'air fut le début d'un exode massif, de l'arrivée de centaines de milliers de migrants, des gens du Moyen-Orient, mais aussi des Noirs d'Afrique subsaharienne, des gens tentant leur chance au départ de l'Irak, de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Ouzbékistan ou de la Tchétchénie. Tous veulent traverser les Balkans, débarquer en Sicile, atteindre le sud de l'Europe pour rejoindre la terre promise, l'Allemagne. L'organisation modèle des Allemands n'a pas tenu le coup. Ils ont été dépassés par l'ampleur de l'invasion. Les Allemands eux-mêmes étaient étonnés de la décision non discutée de Madame Merkel et se sentaient trahis. C'était d'abord le cas de la Bavière, qui recevait le premier impact. Le ministre-président, Seehofer, a critiqué ouvertement la chancelière de manière très claire et est même allé jusqu'à inviter Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, pour une conférence de presse conjointe à Munich. La CSU bavaroise désavouait la CDU de Merkel à Berlin. Nous ne voulons pas intégrer de minorités dont la culture serait différente de la nôtre. Viktor Orban avait en fait été le plus intelligent des leaders européens. Il avait immédiatement fermé les frontières de la Hongrie, obligeant les masses de migrants à changer d'itinéraire. Ceux-ci sont alors remontés par la Macédoine, puis la Serbie, la Croatie, la Slovénie en zone Schengen, puis l'Autriche et enfin l'Allemagne. Vous voyez ici les migrants en Macédoine, où le gouvernement n'a pas les moyens d'organiser les transferts au départ de la Grèce, vers le nord. L'Allemagne avait annoncé au départ qu'elle accueillerait 800 000 migrants. Elle en accueille déjà plus d'1 million aujourd'hui, à la fin 2015 et le flot ne cesse de grossir. Confrontée à une véritable rébellion au sein de son propre parti, Madame Merkel a dû annoncer du bout des lèvres qu'il y avait des limites à la capacité d'accueil de l'Allemagne. Elle ne pouvait que plaider, trop tard, pour la répartition du flot des migrants vers les autres pays de l'Union européenne. Il y a maintenant plus d'1,2 million nouveaux migrants en Europe. Ce sont dans leur immense majorité, des jeunes hommes musulmans entre 25 et 35 ans. Ils voudront regrouper leurs familles dans quelques années. Le gouvernement allemand a lui-même donné le chiffre incroyable de l'accroissement de la population allemande dans les 3 ans. Plus de 7 millions de personnes vont s'établir en Allemagne, soit près de 10% de la population. Certains craignent dès lors une islamisation rapide du pays, qui accueille déjà une forte minorité turque, qui a gardé la double nationalité turque et allemande. Beaucoup de personnes au sein de la DDE et d'autres groupements politiques craignent également que des extrémistes de l'ISIS et des terroristes se fondent dans la masse des migrants. Cela s'est malheureusement avéré fondé. Tous des djihadistes qui se sont fait exploser à Paris lors des attaques du Bataclan et du Stade de France étaient parmi les migrants récents. Ils étaient passés de Turquie en Grèce, en Macédoine et en Europe. Un problème majeur pour l'Union européenne est que les véritables réfugiés, qui demandent l'asile et qui y ont droit, ne représentent que 20% au maximum des migrants. Les autres, une fois déboutés du droit d'asile, resteront en Europe. Ils entreront dans les filières du travail noir, de trafics divers comme le trafic de drogue ou la prostitution. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est pathétique lorsqu'il clame que cet afflux de gens souvent analphabètes et non qualifiés représente une chance pour l'Europe. L'Europe a un chômage endémique de 10% de moyenne. Nous ne pouvons nous permettre de l'augmenter.
La question de la grande migration que nous subissons joue clairement un rôle dans l'opinion des citoyens britanniques sur ce qu'on appelle outre-Manche le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Premier britannique, David Cameron, a promis un référendum sur le sujet pour répondre à la pression exercée par le UKIP, le parti membre de l'ADDE. La Grande-Bretagne pourrait-elle quitter l'Union européenne? Les sondages, en tout cas, montrent une tendance de plus en plus nette. Voici les détails. The law of the land will require that there must be a referendum on our EU membership by the end of 2017. Un sondage vient d'être réalisé à fin novembre au Royaume-Uni par l'Institut Survation, sur base d'un échantillon significatif de 10 000 Britanniques. On leur demandait quelle était leur opinion à la veille du référendum sur la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le résultat principal, c'est qu'une majorité se dégage pour la sortie de l'Union. 42% contre 40% qui veulent y rester. 18% sont encore indécis. Lors du dernier sommet de Bruxelles, David Cameron, le premier Britannique, a fait pression sur ses collègues européens pour l'aider à garder le Royaume-Uni dans l'Union. Mais l'échec ou l'absence de toute politique européenne crédible sur la question des migrants notamment, rend le vote négatif des Anglais de plus en plus crédible, surtout chez les jeunes Britanniques entre 18 et 34 ans. Autre réaction claire des Britanniques dans le sondage, si le Royaume-Uni n'était pas encore membre de l'Union, seriez-vous partisans ou opposants à l'entrée dans l'Union européenne? 41% des Britanniques disent clairement non et 35% disent oui. Le vote négatif gagne du terrain. 63% des citoyens soutiennent l'idée que si le Parlement britannique est en désaccord avec le Parlement européen, c'est la voix du Parlement britannique qui doit l'emporter. Pour les Anglais, la souveraineté doit être préservée et les lois nationales doivent avoir la priorité. 64% des Anglais ne sont pas contents du service reçu de l'Union européenne. Ils trouvent qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Voici un commentaire de Nigel Farage, pour le UKIP, le parti de l'indépendance, membre de la plateforme européenne ADDE. What must count as perhaps the worst piece of public policy seen in modern Europe for half a century, when you compounded the already failing and flawed EU common asylum policy by saying to the whole world, please come to Europe, and we saw, frankly, virtually a stampede, and we learn that 80% of those that are coming are not Syrian refugees. In fact, what you've done is to open the door to young, male, economic migrants, many of whom, I have to say, behave in a rather aggressive manner, quite the opposite to what you would ever expect to see from any refugee. And yet when that failure is met by objections from countries like Hungary, their opinions are crushed. This isn't a Europe of peace, it's a Europe of division, it's a Europe of disharmony, it's a Europe that is a recipe for resentment, and yet, faced with all this failure, both of you said the same thing today. You said Europe isn't working, so we must have more Europe. More of the same failing. Well, there is, I think, a bright star on the horizon. It's called the British referendum. And given that none of you want to concede Britain the ability to take back control of our own borders, a Brexit now looks more likely than at any point in modern time. And I hope and pray that Britain voting to leave the European Union will be the beginning of the end of a project, however noble its original intentions, has gone rotten. Les circonstances présentes, cela ressemble à une véritable provocation. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a décidé d'augmenter le salaire des eurocrates, les fonctionnaires européens déjà surpayés et qui ne payent qu'un impôt très faible à la Commission et pas à leur pays d'origine. Étonnant, n'est-ce pas? 35 000 eurocrates, les fonctionnaires européens de Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg vont recevoir une augmentation de traitement de 2,4% au-dessus de l'inflation à partir de juin l'an passé, rétroactivement. Bravo. Cela nous coûtera à nous Européens la coquette somme de 100 millions d'euros par an. Il est vrai que les traitements des fonctionnaires européens ont été gelés pendant les 2 dernières années. Mais fallait-il nécessairement accorder cette augmentation alors que nous sommes toujours en crise financière, que la Grèce n'a pas encore repris pied et que tous les indicateurs économiques européens ne sont pas bons? Rappelons que 10 000 fonctionnaires européens gagnent plus chaque mois que le Premier ministre britannique, David Cameron ou qu'Emmanuel Valls.
Au cours des 10 dernières années, la bureaucratie européenne a augmenté de 60%. En 2015, le nombre de juges européens payés 18 600 € par mois a pratiquement doublé. Ces salaires inadmissibles et ces avantages de toute nature incluent par exemple une prime de délocalisation de 16%, non taxée, pour tous les eurocrates non belges qui doivent se sentir loin de chez eux. Tout cela encourage l'europhobie chez les citoyens européens qui se battent pour nouer les deux bouts à la fin de chaque mois. En même temps, les Européens ne voient aucune décision claire sortir des discussions interminables à Bruxelles ou ailleurs dans l'Union sur les questions qui intéressent tout le monde, comme les défis énormes que pose l'immigration non désirée actuelle. Les sondages. Des sondages sont réalisés régulièrement en Europe pour prendre le pouls des citoyens européens. Ils ne représentent souvent pas la réalité qui se dégage des urnes quelques semaines plus tard. Les résultats sont souvent très différents de ceux qu'annoncent les instituts de sondage. Voici une explication intéressante sur la manière dont ces sondages peuvent être manipulés. Elle est fournie, cette explication, par un homme politique respectable qui fait de très beaux scores à droite, qui l'a fait en tout cas, à la droite de l'échiquier politique français, Philippe de Villiers, qui se retire aujourd'hui de la vie politique. On l'écoute. On arrive à un mois de l'élection. On était sur le point de trouver du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'en fait on creusait, on était à 1-2%, c'était désespérant, à tel point que Jimmy Goldsmith était reparti chez lui au Mexique. Et j'essaye de le rattraper, et il me dit qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système, il faudrait acheter les sondages, et pendant 3 mois quoi. Même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jimmy Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jimmy a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après, et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc., 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. Ce n'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Tout autre chose à présent. Une réaction de femmes, de jeunes femmes qui se déclarent écologistes, à la gauche, résolument de l'échiquier politique, à propos d'avoir des enfants ou pas. Est-ce une bonne idée pour nous, Européens, de continuer à avoir des enfants? Dans un récent article du Figaro, plusieurs jeunes femmes parlent de leur refus de porter un enfant face à l'évolution du monde. On les appelle les GINKS, Green Inclination No Kids, tendance verte, pas d'enfants. Ces femmes sont convaincues que la surpopulation a un effet sur le réchauffement climatique. Elles se refusent donc à avoir des enfants. Dans un récent article du Figaro, plusieurs jeunes femmes parlent de leur refus de porter un enfant face à l'évolution du monde. On les appelle les GINKS, Green Inclination No Kids, tendance verte, pas d'enfants. Ces femmes sont convaincues que la surpopulation a un effet sur le réchauffement climatique. Elles se refusent donc à avoir des enfants. C'est l'un des résultats curieux de la conférence de Paris sur le changement climatique, la COP 21. Ces femmes GINKS, pour tendance verte, pas d'enfants, refusent d'avoir des enfants, et cela pour sauver la planète. Jusqu'où peut-on aller dans la sottise? Leur slogan est « Si vous aimez les enfants, n'enfantez pas, parce que le monde est une poubelle ». Ces femmes vertes sont peu nombreuses, mais très présentes sur les réseaux sociaux. Lisa Hymas, écrivaine américaine et cofondatrice du blog Grist.com,
a commencé le mouvement. Elles disent refuser d'être égoïstes et refusent d'avoir des enfants pour sauver l'humanité. Il y a même un mouvement qui s'intitule « Mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité », le VHEMT. Comme le déclare doctement une de ces dames, Stéphanie Iris Weiss, avoir un enfant augmenterait mes émissions de CO2. J'aime les enfants, mais je préfère me sacrifier. D'après les Nations Unies et la Banque mondiale, l'Afrique seule va voir sa population doubler au cours des 30 prochaines années. L'Asie va gagner un nouveau milliard d'habitants d'ici 2050. Si les femmes européennes suivaient ces sottes dans leur délire de secte, elles effaceraient simplement l'Europe de la planète. Jusqu'où peut aller la sottise ? Notre dernier sujet de ce numéro, ce sont les résultats de la conférence de Paris, la COP21, sur le sur le changement climatique. C'est notre interview aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui, c'est István Markó. C'est un professeur de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et nous lui avons demandé ce qu'il pensait de la COP21 qui vient de clôturer ses travaux à la fin novembre. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris ? Pas grand-chose. En fait, la COP21, c'est essentiellement une réunion d'un très grand nombre de personnes, venant de plus de 190 pays différents, énormément de ramdam, beaucoup de fastes, pour finalement arriver à un accord qui n'est finalement qu'une espèce de coquille vide, parce que dans cet accord, absolument rien n'est contraignant. Donc tout ce qui a été signé, enfin pas encore signé, ce ne sera signé qu'en 2016, mais tout ce qui a été plus ou moins mis d'accord à la COP21 à Paris, ce sont des bons vouloirs, ce sont des bonnes intentions. Alors, c'est pas la première fois. Il y a eu la conférence de Copenhague, il y a eu la conférence de Durban, il y en a eu 20 avant celle de Paris, et la plupart se sont terminés sur un échec. C'était du moins ce qu'on a dit après Copenhague, après Durban. Pourquoi ces échecs ? Pourquoi le monde ne parvient-il pas à s'entendre, d'abord sur une définition du changement climatique, puisqu'on ne parle plus de réchauffement, et d'autre part sur ce qu'on devrait faire, s'il faut faire quelque chose, bien sûr. Alors, la raison principale en est que chaque pays essaye de s'en sortir. On a besoin d'énergie, on a besoin de sources d'énergie diverses et variées, et les autres COP qui ont précédé la COP21 ont été toutes des échecs pour une raison très simple, c'est que les gens essayaient de fixer des objectifs, essayaient d'imposer des objectifs. La COP21, aucun objectif n'a été imposé. Chaque pays vient avec ses propres propositions en essayant de dire, voilà, moi je vais tenter de réduire la pollution entre parenthèses, des gaz à effet de serre, de autant jusque 2030, jusque 2050, etc. Donc on laisse à la bonne volonté des différents pays. Il ne faut pas oublier que Obama lui-même avait dit, s'il y a la moindre chose contraignante dans l'accord de la COP21, nous ne l'entérinerons pas. John Kerry lui-même, à la dernière minute, a fait changer un « on doit » par un « on pourrait ». Le shell est devenu should, ce qui a fait quand même une différence énorme, parce qu'il savait très bien que derrière, le Sénat et le Congrès n'allaient jamais entériner tout ça. Bien, alors, sur le fond, maintenant, est-ce qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Est-ce que c'est vraiment une priorité pour l'humanité ? Alors, il faut déjà bien savoir que dans l'accord de la COP21, à aucun moment, d'après toute la lecture que j'ai faite, on ne trouve le mot dioxyde de carbone. On ne trouve pas le mot CO2. On ne trouve que gaz à effet de serre, ce qui regroupe quand même pas mal de différents autres produits. Maintenant, réduire le CO2, personnellement, je trouve que c'est une aberration. Il faut bien se rendre compte que le CO2 n'est rien d'autre que la nourriture des plantes. Or, pas mal de plantes, et de nombreux chercheurs dans le domaine l'attestent, sont en fait en déficit de CO2. Elles ont faim. Parce qu'à des périodes lointaines, il y avait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que depuis une quarantaine d'années, la planète Terre a davantage de CO2 dans son atmosphère et on constate une augmentation du verdissement de la planète. Il y a à peu près 20% de verdissement supplémentaire par rapport à 1979 par exemple. C'est logique, les plantes ont besoin de CO2 pour grandir, elles ont besoin de CO2 pour pousser. Plus il y en a,
eh bien plus elles vont pouvoir proliférer. Et c'est ce que l'on observe en ce moment. On observe notamment une diminution de certains déserts. On observe un accroissement du verdissement en Amérique du Sud, au niveau de l'Afrique, etc. Alors, la planète a été plus chaude qu'aujourd'hui. Oh oui, il y a eu des périodes différentes dans l'histoire où la température était beaucoup plus élevée. Il faut savoir que si on revient, mettons, 10-15 000 ans en arrière, eh bien, à ce moment-là, on est sorti d'une période de glaciation. On est entré dans la dernière partie de la période dans laquelle on se trouve, s'appelle l'Holocène. Et tout au début, la température était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. S'en est suivi une série de fluctuations où nous sommes passés par des moments plus froids et des moments plus chauds. Pour donner un exemple, la période la plus proche de nous qui était plus chaude est la période du Moyen-Âge, ce qu'on appelle l'optimum moyenâgeux, qui était une période beaucoup plus chaude. À cette époque-là, je rappelle que les Vikings sont allés coloniser le Groenland. Ils l'ont d'ailleurs baptisé le Groenland, ce qui veut dire le pays vert, ce n'est pas pour rien. À cette période-là, ils pouvaient voyager, ils sont allés jusqu'en Terre-Neuve. On cultivait la vigne dans le nord de l'Angleterre, ce qui est toujours impossible à faire avec les vignes d'époque aujourd'hui. Donc il faisait nettement plus chaud à cette période. S'en est suivi une période de froid. Alors, quand je dis une période de froid, entendons-nous bien, ce sont des périodes qui ont alterné. Il a fait parfois très froid, et puis beaucoup plus chaud, puis très froid, et plus chaud, mais globalement une période plus froide, qu'on a appelée le Moyen-Âge, le petit âge glaciaire, à la fin de cette période bénéfique de chaleur, où les civilisations, mon Dieu, ont fleuri quand même à cette époque-là. Les Vikings ont dû quitter le Groenland parce que les glaces descendaient. C'est dans l'an 800 à peu près. C'était vers la fin de 1200, vers le début 1200-1300 qu'ils ont dû quitter. Vers l'an 1000 a démarré cette période chaude et puis vers l'an 1300, la période s'est terminée et nous sommes entrés dans le petit âge glaciaire qui s'est terminé vers 1850-1870 environ. C'est au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu, je crois, 1 mètre de glace sur la Seine ou sur la Tamise. C'est ça, il y a eu des périodes glaciaires absolument horribles à cette période-là où la Seine était gelée, où la Tamise était gelée, les gens marchaient carrément sur la glace, construisaient leurs boutiques à cet endroit-là parce qu'il y avait 3-4 mètres de profondeur de glace. Donc c'était des périodes très dures. Maintenant, tous les hivers n'étaient pas aussi durs. Il y a eu des hivers qui étaient beaucoup plus chauds, mais parfois avec des pluies diluviennes ou des périodes d'été qui étaient particulièrement sèches. Et donc tout ça a contribué finalement à détruire l'agriculture, à amener des maladies que l'on n'arrivait plus à soigner parce qu'il n'y avait plus les moyens de le faire. Et donc la population décédait rapidement durant cette période relativement sombre de l'histoire. Alors, est-ce qu'on vit maintenant la continuité d'un réchauffement climatique commencé à la fin de la dernière glaciation? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit définir les choses? Pas de la dernière glaciation, parce qu'en fait, si vous regardez les fluctuations de température, on est monté très haut à la sortie de la dernière glaciation, et puis en fait, on fluctue graduellement et on redescend. La courbe globale depuis la sortie de l'Holocène, la courbe globale de la température, est une descente paisible, et puis bientôt, je ne sais pas quand, dans un siècle, dans 1000 ans, personne ne peut le prévoir, on va retomber dans une nouvelle période de glaciation. On sait que ces périodes de glaciation durent grosso modo 100 000 ans, c'est rattaché au cycle de Milankovitch, etc. Et nous avons le bonheur d'être dans une période qui s'appelle l'Holocène, qui est un interglaciaire, entre deux périodes de froid intense, qui peuvent être plusieurs degrés plus bas en température qu'aujourd'hui. Et donc, ce que l'on observe, c'est qu'à la sortie de cette période froide, que l'on appelle le petit âge glaciaire, eh bien forcément les températures ont remonté. C'est ce que l'on observe, c'est là-dedans que nous sommes pour le moment, dans cette montée de température. Et puis à un moment donné, eh bien ça va se stabiliser, puis redescendre encore. Et nous sommes depuis une vingtaine d'années, grosso modo, sur un plateau de température, plateau qui en fait n'est rien d'autre que le sommet d'une courbe qui va en fait graduellement redescendre, d'après tout ce qu'on peut lire dans la littérature. Donc, dans ce que vous nous dites, vous ne croyez pas que le réchauffement climatique, si réchauffement il y a, est dû à l'homme? Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a l'action de l'homme lui-même sur son environnement immédiat. Et il est très clair que construire des bâtiments, construire des villes, par rapport à garder une campagne, des arbres, des plantations, va avoir un effet sur les températures locales. J'insiste, locales. Il fait bien entendu plus chaud à l'intérieur d'une ville, comme Paris, qu'il ne fait au niveau de la campagne avoisinante. L'impact global sur le climat est essentiellement négligeable. Alors, comprenez-moi bien, il ne faut pas mélanger
la qualité de notre environnement, mélanger le respect de notre environnement, le fait de ne pas polluer, le fait de ne pas jeter des choses, etc., il ne faut pas mélanger ça avec l'effet du climat. C'est deux choses fondamentalement différentes. L'impact de l'homme sur le climat est essentiellement négligeable, tant au niveau du CO2 qu'au niveau de ce qu'il peut faire par ses constructions, etc. Donc le gros problème des climatologues, c'est de prendre des données locales, on prend des températures locales, et d'essayer d'en faire une vision globale. Et ça n'a plus beaucoup de sens. Il n'existe pas sur Terre un climat global. Il n'existe pas sur Terre une température globale. Ça n'a absolument aucun sens physique. D'ailleurs, les anciens climatologues l'ont très très bien compris, eux qui ont scindé le climat selon les zones. Vous avez un climat tempéré, vous avez un climat méridional, etc., etc. Bien, alors, est-ce qu'il y a d'autres gaz à effet de serre que le CO2 ? Oui, il y a le méthane notamment, oui, le méthane. Et on nous prédit des choses abominables si la zone gelée, le permafrost de la Sibérie venait à dégeler. Alors, il faudrait déjà pour ça que les températures au niveau de la Sibérie atteignent des valeurs qui sont bien plus élevées que celles que l'on connaît actuellement, et ce dégel prendra plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Pour vous donner une idée, tout le monde parle du dégel du Groenland. Je vais prendre cet exemple-là, puisqu'on entend énormément ce genre de discours dans la radio, la télévision, la littérature générale. Il faudrait, pour que le Groenland fonde, que non seulement la température moyenne augmente de plusieurs degrés, mais en plus que cela prenne grosso modo 35 000 ans. Alors, vous voyez qu'on est loin d'une situation catastrophique. C'est pas demain matin que le Groenland va fondre et que les océans vont subitement monter de 5, 6, 7 mètres. Loin s'en faut. Au contraire, d'ailleurs, on observe aujourd'hui que la glace sur le Groenland a tendance à augmenter en quantité plutôt que de diminuer. Il faut bien savoir que la quantité qui s'empile au centre du Groenland, eh bien, est compensée partiellement, uniquement, par la quantité qui fond aux extrémités des glaciers qui vont vers l'océan. Et donc, on observe de plus en plus de glace au Groenland. Pour vous donner une idée, cette année a été l'un des hivers les plus froids au Groenland pour le moment. Parce que c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'on entend, les séquences TV qui vous montrent le Groenland se réchauffe, les populations sur la périphérie fatalement du Groenland qui disent que la banquise couvrait leur petite baie, qu'aujourd'hui il n'y en a plus, etc. Est-ce que c'est une réalité ? C'est une réalité en ce sens que certaines parties se réchauffent, ce qui est logique, et tandis que d'autres parties non seulement refroidissent, mais en plus accumulent de la neige et de la glace. Et donc le tout, c'est une différence entre les deux. Et ce qu'on observe, c'est que la différence entre les deux est en faveur d'une augmentation de la quantité de glace et aussi d'une diminution constante de la température au niveau du Groenland. Bien, alors la banquise polaire arctique, est-ce qu'elle diminue ? On dit qu'elle sera bientôt absente. Alors, il faut savoir qu'à la sortie du petit âge glaciaire, la température a commencé à monter. Donc si la température monte, il est logique que l'énergie qui va se dissiper va entraîner à certains endroits une diminution de certaines quantités de glace. Et ce qu'on a observé, ce sont des travaux d'un monsieur qui s'appelle Vince, qui est un très très grand climatologue. Ce qu'il a observé, c'est que depuis la sortie du petit âge glaciaire, eh bien, on a une diminution lente et graduelle des glaces de la banquise arctique. Sauf que cela fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que l'on en est arrivé à une anomalie de quantité de glace qui est en fait constante. Ce qu'on observe, c'est un plateau. Il n'y a plus de fonte exceptionnelle et de diminution de la quantité de glace. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme partout, d'une année à une autre, vous pouvez avoir beaucoup plus de glace qui disparaît en été et parfois beaucoup moins. Cette année-ci, pour vous donner une idée, on n'a jamais vu autant de glace en Arctique que les autres années. Nous avons rejoint des valeurs qui étaient totalement dans la moyenne, voire actuellement même au-dessus de la moyenne des années 1990-2007, qui sont prises entre autres comme années de référence. Et donc, on voit que l'Arctique se reconstitue. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de glace. Et le niveau qu'on est en train d'atteindre, cette espèce de niveau zéro que l'on atteint maintenant, est en train graduellement de remonter. Et ça correspond assez bien avec le plateau de température qu'on observe depuis une vingtaine d'années. L'effet vient toujours avec un certain décalage. D'accord. Alors, si je me rappelle bien ce qu'on m'a enseigné à l'école, c'est que les débuts d'une ère glaciaire ou la fin d'une ère glaciaire, les débuts d'une ère glaciaire sont très rapides.
que ça peut prendre 40, 100 ans peut-être pour avoir vraiment un changement de température impressionnant. Est-ce que ça pourrait arriver demain? Vous parliez de cycles, etc. Est-ce que... On ne connaît pas suffisamment les différents cycles pour pouvoir prédire que dans 10 ans ou dans 50 ans ou dans 1000 ans, on va tomber dans une ère glaciaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va se produire. On sait que la période entre deux interglaciaires est d'environ 100 000 ans. Ça peut être 110, ça peut être 90, ça dépend un tout petit peu. Personne ne peut dire avec précision, voilà, dans 50 ans, on va tomber dans une période glaciaire. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, et de très nombreux travaux vont dans ce domaine, dans ce sens, il illustre bien, c'est que nous avons dépassé ce sommet de température qui est dû d'ailleurs, entre autres, notamment à l'activité du Soleil. On est en train d'observer que le Soleil est entré depuis quelques années dans une phase de repos. Cette phase de repos, eh bien, entraîne graduellement une diminution de la température sur Terre. On a beau ne pas être d'accord avec, c'est ainsi, c'est un fait observé. Et ce que l'on constate, notamment via les travaux récents d'un groupe russe et anglais, c'est qu'en fait, l'activité solaire est en train de diminuer, et non seulement l'activité solaire diminue, mais on constate en parallèle une diminution globale des températures. Et c'est ce qui va se produire. Selon eux, nous allons entrer pendant les prochaines 30, 40 années dans une période de plus en plus froide. Alors ça n'est pas nécessairement une période de glaciation, loin s'en faut, mais c'est quelque chose qui va nous ramener vers une période qui sera plus froide qu'aujourd'hui. Bien, alors tout ce qu'on nous annonce à la COP21 sur le réchauffement climatique ou sur les changements climatiques, est-ce que c'est faux quand on nous dit par exemple que les tornades dans le sud des États-Unis, c'est du réchauffement climatique, que la maladie de ma sœur est aussi du réchauffement climatique? Est-ce qu'on n'est pas en train de paniquer pour rien? Alors, il y a énormément de choses qu'on nous dit qui sont, je ne vais pas dire totalement fausses, mais tronquées ou sorties hors de leur contexte. Alors, par exemple, les tornades. Il faut bien savoir que si effectivement il y avait un réchauffement climatique, la différence de température entre le nord et le sud diminuerait. Or, pour qu'il y ait davantage de tornades, il faut qu'il y ait une différence de température plus élevée entre le nord et le sud. En d'autres mots, si le nord refroidit et le sud augmente, nous aurons davantage de tornades. Tout ça est lié à l'énergie nécessaire et au système nécessaire pour créer ces tornades. Ce que l'on observe depuis maintenant plus de 30 ans, c'est qu'en fait, il y a une diminution constante du nombre de tornades, même de leur intensité globale, et on observe aussi une diminution de l'énergie cyclonique à travers la planète. Donc, on ne va pas, pour le moment, vers une période qui est une période dans laquelle nous allons avoir beaucoup plus de tornades. Donc c'est l'opposé de ce que l'on n'arrête pas de nous dire. Alors il faut bien être réaliste aussi. Lorsque l'on prend des événements comme des tornades ou des ouragans ou encore des inondations ou même des périodes de sécheresse, ce sont des phénomènes ponctuels, annuels, donc c'est de la météorologie. Il pourrait très bien faire 50 degrés aujourd'hui en Belgique sans que ça n'ait un impact quelconque sur l'évolution du climat, parce que le climat est quelque chose qui doit être pris sur une longue période de temps, au minimum 30 ans. Pourquoi pas 40, pourquoi pas 50, on peut discuter de ça, mais la barre qui a été fixée est environ 30 ans. Or, ce que l'on constate sur cette période de temps, c'est que le nombre de tornades est en diminution, la quantité, la puissance des tornades est également en diminution, l'inverse de ce que l'on n'arrête pas de nous dire. Et ceci est poussé par toute une série comment vais-je dire, par toute une série de désirs, de politiques derrière, d'effets financiers, etc., qui font en fait que la population va être en permanence inondée par ce genre d'informations, et finalement, c'est votre portefeuille qui va s'ouvrir parce que vous allez vouloir lutter contre le changement climatique, chose contre laquelle l'humain est totalement incapable de faire quoi que ce soit dit en passant. Alors, venons-en maintenant justement à ce qu'on nous demande de faire. On nous demande bien sûr d'économiser l'énergie, c'est une très bonne chose. Fondamentalement, c'est bon pour le portefeuille de tout le monde, d'isoler les bâtiments, etc. Là, tout le monde est d'accord. Alors, on parle aussi du choix de nouveaux types d'énergie, les énergies renouvelables, sur lesquels nous avons de grands doutes quant à l'efficacité en matière de réduction de CO2. Donc il faut faire certains choix, nous dit-on, absolument maintenant, de manière décisive, sur le plan énergétique surtout. Est-ce que selon vous, ces choix doivent être faits ou pas? Alors il faut faire des choix, mais je pense qu'on est en train de faire les mauvais choix.
Si l'on veut diminuer la quantité d'énergie qu'on utilise, et là je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un bonus, que ce soit pour notre portefeuille ou pour le reste, autant économiser un peu notre énergie, il faut commencer par faire des choses sérieuses. Par exemple, isoler correctement les bâtiments. Alors comprenons-nous bien, isoler correctement les bâtiments ne veut pas dire mettre 1,5 mètre d'isolant, hein, c'est complètement idiot. On en arrive à avoir des maisons tellement isolées et tellement dangereuses que les pompiers ne veulent plus aller éteindre les incendies qui s'y déclarent, ils attendent simplement que la maison ait fini de brûler en protégeant les maisons à côté. Donc il y a isolation et isolation. Il y a des calculs qui ont été faits qui montrent que si l'on isolait correctement les bâtiments publics, et si l'on isolait correctement les maisons, eh bien on aurait un gain énergétique qui serait supérieur à celui du placement des éoliennes, etc. Concernant les énergies alternatives, alors, je voudrais être très clair sur un phénomène. On parle d'énergie renouvelable. Ni l'éolien, ni le photovoltaïque ne sont des énergies renouvelables au sens correct du terme. Ce sont des énergies intermittentes. L'éolien dépend du vent. Le photovoltaïque dépend du soleil. Si vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas d'électricité. Si vous n'avez pas de soleil, vous n'avez évidemment pas d'électricité. À l'heure d'aujourd'hui, le stockage de l'électricité n'est pas un problème résolu. Il est très très difficile de stocker de l'énergie électrique. On doit l'utiliser, ou alors il faut jouer avec, par exemple, des différenciations de niveau d'eau et de repomper de l'eau, par exemple. Mais nous n'avons que la petite cascade de Caux en Belgique. C'est très difficile de faire remonter des millions et des millions de litres tous les jours. Le seul qui est réellement renouvelable au sens correct, c'est l'hydroélectrique. Et là aussi, en Belgique, on est limité. La biomasse, c'est brûler la biomasse. La biomasse aussi, mais la biomasse, elle intervient en petite quantité dans le mix énergétique. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on ne saura pas, pour les 30, 40 années qui viennent en tout cas, se débarrasser ni du nucléaire, ni des énergies fossiles. Ça, c'est un fait avéré. De toute façon, le nucléaire n'émet pas de CO2. Le nucléaire n'émet pas de CO2. S'il fallait réduire le CO2... Voilà. S'il fallait discuter de ça, il faut dire quand même, pour être tout à fait honnête et précis, le nucléaire va émettre un peu de CO2 lorsqu'on va construire le système. Mais c'est la même chose pour les éoliennes, c'est la même chose pour les panneaux photovoltaïques. En ce qui concerne, par exemple, les éoliennes, on en est... Je vais vous donner un chiffre global. Pour l'Union européenne entière, on a dépensé 1 000 milliards d'euros pour ce qui est éolien et photovoltaïque. Le rendement global a été de 3,8%. Vous ne pensez pas qu'avec 1 000 milliards d'euros, on aurait pu faire quelque chose de bien plus utile pour la population, pour la société en général? 1 000 milliards d'euros, c'est des chiffres colossaux. Tout ça pour mettre des moulins à vent qui, occasionnellement, vous apportent un peu d'électricité quand il y a du vent. Maintenant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que, étant donné que ces énergies sont intermittentes et pas renouvelables, nous, on a besoin d'énergie quand on le veut. Si vous rentrez chez vous le soir, que vous allumez, vous essayez d'allumer la lumière, mais qu'il n'y a pas de vent, vous n'avez pas de lumière, vous êtes un peu embêté. Et donc, puisque ce sont des énergies intermittentes, il est nécessaire à chaque fois d'avoir des industries électriques qui produisent de l'électricité en backup. Et donc, on se retrouve avec des usines à gaz qui, une fois montent en puissance, une fois descendent en puissance, qui surpolluent parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est comme votre voiture dans un embouteillage, eh bien, elle va surpolluer par rapport à la voiture qui roule sur une autoroute. Et donc, en fait, chaque fois que vous voyez une éolienne, dites-vous bien que derrière, il y a une usine à gaz, et ça porte bien son nom, qui en plus produit encore davantage de CO2. Je n'ai rien contre le CO2, j'en ai contre d'autres choses, comme par exemple les oxydes d'azote, comme par exemple les dérivés soufrés qui nous viennent du charbon, malgré toutes les précautions que l'on prend actuellement pour les capturer. Pollution. C'est de la pollution. Ça, c'est de la vraie pollution. Et contre la vraie pollution, là, personnellement, je m'insurge, mais violemment. J'estime qu'avec notamment ces 1 000 milliards d'euros, on aurait pu faire autre chose. On aurait pu aider les gens à nettoyer les rivières, à nettoyer les sols, etc., plutôt que de le dépenser à des sources d'énergie qui ne sont pas du tout compétitives. Le pire de tout, c'est que l'État s'est ingéré dedans, a forcé les gens à racheter cette énergie, soi-disant verte, à des prix prohibitifs, prix qui se sont retournés, bien entendu, sur le citoyen, puisqu'il n'y a rien à faire, c'est in fine nous, vous, qui allez payer la facture de ces éoliennes, de ces panneaux photovoltaïques. Et de nouveau, ce sont les plus pauvres qui n'ont pas l'argent pour mettre les panneaux photovoltaïques, pour prendre cet exemple-là, qui ont payé pour les certificats verts des personnes qui ont eu l'argent pour placer les panneaux photovoltaïques. Je ne trouve pas ça très normal. D'accord. Alors, dernière question, comment voyez-vous l'avenir immédiat, les prochaines décennies? Est-ce que vous croyez qu'on va sortir de cette attitude du GIEC qui prétend que le réchauffisme
est très dangereux. Alors, il faut bien savoir que ce que moi j'appelle le climatisme aujourd'hui est devenu une religion. On parle vraiment d'une religion climatique. D'ailleurs, le pape lui-même s'en est rendu compte et a sauté dans le train, je vais dire, avec son Laudato Si, son encyclique. Et donc, c'est très difficile de sortir de cela d'un coup. Parce que le malheur, c'est que les générations qui nous suivent, les jeunes qui nous suivent, ont déjà été fortement endoctrinés, ne fût-ce qu'au niveau même des écoles, en école primaire, en école secondaire. Vous savez, on leur passe le film d'Al Gore, qui n'est pas un film réel, qui est en fait une fiction, une propagande fiction. Ce film contient des erreurs absolument monumentales. On lave le cerveau de nos jeunes déjà dans les écoles primaires et secondaires. Quand ils arrivent à l'université, ils ont parfois un choc parce qu'on leur dit des choses qui sont opposées. Mais c'est devenu une croyance, c'est devenu une religion. Or, sortir d'une religion prend beaucoup de temps. Ce qui se passe petit à petit, c'est que les gens sont touchés dans leur portefeuille, ils sont touchés dans ce qu'ils ont envie de faire. On diminue les facilités pour rouler en voiture, on essaye d'imposer des règles. Vous avez derrière vous toute une série d'organismes, toute une série de gens bien pensants qui pensent à votre place, qui essayent de vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez manger. Ne mangez pas de la viande, c'est mauvais pour l'environnement. Écoutez, soyons très sérieux. Mangez plutôt des farines d'escargot, des farines de chenilles, des farines de vers de vase, que sais-je moi. Hein, ils sont en train de penser... Oui, c'est très grave parce que on en arrive à avoir même des organismes officiels au niveau de l'Union européenne qui sont en train de débattre sur quelle quantité de viande les gens seront autorisés à manger par jour ou par semaine. Or, s'il y a une chose contre laquelle je me suis battu toute ma vie, pour laquelle je me battrai toujours, c'est la liberté individuelle. J'estime que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, en ayant bien entendu le respect des autres personnes autour de lui. Mais personne ne va me dire que je n'ai pas le droit de manger 2 steaks en même temps si j'en ai envie. D'accord. Mais nous les partageons. Professeur Marco, merci beaucoup pour cet exposé. Nous espérons vous retrouver dans un débat dans quelques semaines, quelques mois d'ici. Merci à tous et bonne soirée.